Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. La communauté burkinabé vivant au Ghana, la plus importante après celle de Côte d'Ivoire, interpelle les autorités pour la résolution de leurs préoccupations afin de favoriser l'intégration africaine. Hachemi Rafsanjani, l'ancien président iranien, décédé hier à l'âge de 82 ans, compagnon de l'ayatollah Khamenei. Il avait tenté le rapprochement avec l'Occident sous sa présidence. La communauté burkinabé vivant au Ghana a échangé avec le président du Faso samedi dernier à Accra. Conflits fonciers, problèmes d'intégration de documents administratifs. Toutes les préoccupations ont été évoquées avec Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État a promis d'œuvrer pour que la libre circulation des personnes et des biens soit une réalité pour nos ressortissants. Reportage de nos envoyés spéciaux Salif Belem et Draman Guéné. Ils sont estimés à plus de 3 millions les Burkinabés vivant au Ghana. Face au président du Faso, la délégation de la communauté burkinabé manifeste ici son attachement à la mère patrie. Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir l'identité ghanéenne, mais ils n'ont pas l'identité, le document administratif burkinabé qui fait d'eux un citoyen burkinabé. Et ça fait partie de nos revendications. On espère que avec la nouvelle lancée qu'on a au pays, on trouvera des manières en concert avec notre ambassade ici pour recenser vraiment les Burkinabés résidant au Ghana et les aider à avoir leurs documents administratifs. Sur ce plan, Roch-Marc Christian Kaboré va au-delà de la simple question de documents. Une mission consulaire va s'effectuer dans les jours à venir et mieux, toute la diaspora sera enrôlée pour participer aux élections de 2020. Ça sera un échec pour nous si nous n'arrivons pas en 2020 à faire en sorte que tous les Burkinabés de l'étranger puissent voter. Très bientôt, vous recevrez certainement des missions pour venir recenser, pour venir faire en tout cas les documents qui doivent vous permettre de pouvoir faire et participer donc aux élections. Des bureaux de transitaires burkinabés au port de Téma ont subi des saccages ces derniers jours. Des éleveurs et agriculteurs burkinabés au Ghana sont aussi victimes de tracasseries de tout genre. Ils sont pratiquement dépossédés de tous leurs biens, chassés de tous les territoires sur lesquels ils s'installent, et même lors de la transhumance, il y a quelques prélèvements de bétail qui nous posent beaucoup de problèmes. Et le ministre Alpha Bari qui est ici et le ministre des Transports doivent se rendre très bientôt ici pour que cette question puisse être résolue avec les autorités du Ghana. Et c'est parce qu'avec les élections que nous avons différé la mission. Mais la mission va se faire et nous allons trouver une solution définitive à cette question-là. Au Ghana, les Burkinabés évoluent dans divers domaines de commerce et d'affaires. Et l'occasion est belle pour plaider pour leur intégration. Les Burkinabés, la plupart qui sont ici, ne sont pas officiellement installés, connus par les lois du pays. Beaucoup travaillent en souterrain et c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de désordre. Nous allons effectivement parler avec les nouvelles autorités du Ghana pour voir dans quelle mesure, comme vous l'avez dit, les cartes d'identité pour les étrangers peuvent être dispensées pour les pays membres de la CEDEAO. D'autant plus que nous avons une carte d'identité de la CEDEAO que nous sommes en train de développer qui doit permettre à tout le monde de circuler dans la sous-région sans problème. Pour finir, Roch-Marc Christian Kaboré promet d'assurer une aventure paisible à la diaspora, mais celle-ci doit savoir investir au pays et se conformer à la législation du pays d'accueil. Des membres du réseau national des organisations féminines pour la relecture de la Constitution ont séjourné à Dori, au chef-lieu du Sahel. Une rencontre avec les femmes de la région a permis de discuter des attentes des femmes par rapport à la nouvelle Constitution. À Dori, les précisions d'Ibrahim Kagoné et de Bernard Diasso. Le réseau national des organisations féminines rejoint les femmes à la base, c'est-à-dire dans leur région. Et c'est là pour leur présenter un plaidoyer et mieux consulter les femmes sur leurs préoccupations. La démarche s'inscrit dans le cadre de la révision de notre Constitution.
Aussi, nous voulons cette fois-ci parler un même langage. Il ne faudrait pas que les commissaires, quand ils viendront pour ces assises régionales, ils viennent se rendre compte que sur des questions qui ont été abordées dans cette commission, il n'y a pas de consensus entre nous les femmes. Nous sommes dit, il faut sortir, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire un plaidoyer au niveau des décideurs et des leaders d'opinion. À la rencontre, les préoccupations des femmes ont porté essentiellement sur 3 points. Les femmes veulent que la Constitution revienne de façon plus claire et précise sur l'aspect du genre. Parlant d'égalité homme-femme, la femme doit être traitée sur le même pied que l'homme et même dans le partage des ressources. En dernier point, l'aspect de la parité. Nous allons nous battre vraiment pour occuper ces places-là qui sont à nous. Quand on parle de parité, c'est un partage égal dorénavant qu'on va faire. Donc on aura notre part. On va diviser le gâteau en deux, les femmes 50% et les hommes 50%. Le réseau national des organisations féminines compte rencontrer les femmes de 8 régions du pays afin de faire un large plaidoyer auprès des membres de la commission constitutionnelle lors de la présentation de l'avant-projet de constitution aux assises régionales prévues à cet effet. Ce réseau national bénéficie de l'accompagnement du Fonds canadien d'initiative locale. Le Napoussoum, fête traditionnelle de Naba Bango de Yako, se déroule depuis samedi dernier dans le Passoré. Cette fête mobilise l'ensemble des chefs coutumiers venus traduire leur reconnaissance à Naba Bango. Les festivités ont débuté avec les salutations du Tang Soba, Premier ministre du Royaume, et s'achèveront que la semaine prochaine. Reportage à Yako, Kuala Nebie, Sali Doussa, Mounira Kire. À cheval au milieu de ces sujets, le Tansom Naba vient apporter ses salutations à Sa Majesté, le Naba Bango de Yako. Mais avant, il accomplit les rituels qui s'imposent. Ce cérémonial marque ainsi le début des festivités de Napoussoum, une occasion de retrouvailles entre filles et fils de Yako. Napoussoum, c'est une fête traditionnelle à travers laquelle, chaque année, les chefs coutumiers et leurs sujets vont saluer Sa Majesté le Moro Naba Bango de Yako. Ils reviennent ensuite saluer le Tansoba. Et c'est une grande joie pour nous. C'est pour dire que quoi qu'on dise, qu'on soit musulman, catholique, protestant ou coutumier, alors l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est une fête très importante et c'est nos racines. À la suite de Tansom Naba, 3 autres chefs coutumiers sont venus rendre hommage à Sa Majesté. Le Napoussoum dure 9 jours. Et après, il y a d'autres cérémonies qui suivent, même si on ne peut pas les dévoiler. Le Napoussoum dure 9 jours et l'ensemble des autres chefs coutumiers et leurs sujets vont défiler devant Sa Majesté pour lui présenter leurs vœux de 2017. C'est ainsi que les garants de la tradition de Yako célèbrent le nouvel an. Les lycéennes de Chibok ont passé maintenant plus de 1000 jours aux mains de leurs ravisseurs de Boko Haram, un événement qui a interpellé le président nigérian Muhammadu Buhari, qui promet de libérer les 195 jeunes filles encore aux mains de la secte islamique et de son fantasque chef Aboubakar Shekau. La colère du collectif nigérian Bring Back Our Girls, 1000 jours après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram. À Abuja, les militantes accusent le président Buhari de ne pas faire le nécessaire pour la libération de ces jeunes filles, libération qui était la priorité du chef de l'État lors de son élection. La réponse de l'administration Buhari à la question des jeunes filles de Chibok est à l'image du reste de sa politique, que ce soit pour l'insécurité, les conditions des réfugiés intérieurs, l'armée, la corruption et sa piteuse gouvernance, indigne Aïcha Yessoufou, l'une des responsables du collectif. 276 lycéennes ont été enlevées en avril 2014 par les islamistes de Boko Haram. Leur chef affirme qu'elles sont traitées en esclaves, vendues ou mariées de force. Depuis, seule une 50aine d'entre elles se sont échappées et une 20aine d'autres ont été libérées.
L'Iran a décrété un deuil national de 3 jours pour rendre hommage à l'ancien président Hachemi Rafsanjani, décédé hier à l'âge de 82 ans. Bras droit de l'ayatollah Khomeini, Rafsanjani a joué un rôle essentiel dans la révolution islamique iranienne et dans le rapprochement de la République islamique avec l'Occident. 3 jours de deuil national en Iran pour l'un des piliers de la révolution islamique. Une veillée a été organisée hier à la mosquée de l'imam Khomeini pour l'ancien président Hachemi Rafsanjani, mort le jour même d'un infarctus à l'hôpital de Téhéran. Des milliers de personnes lui ont rendu hommage, dont le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif. Nous avons perdu l'un des piliers de la révolution, un ami de l'imam Khomeini, un ami du leader, dit-il. Tous les gens de la révolution, tous les conservateurs et les modérés sont venus une fois de plus dans la mosquée de l'imam Khomeini et ils se sont rassemblés pour montrer que Hachemi était le centre de l'unification de ce pays, estime cette femme. Dans les années qui ont suivi la révolution, il n'y a pas eu un seul événement sans que Hachemi Rafsanjani ne joue un rôle décisif, estime l'ancien commandant des gardiens de la révolution. Il a toujours été une référence et un refuge. Considéré comme le bras droit de l'ayatollah Khomeini, Rafsanjani a joué un rôle clé dans la révolution islamique de 79 et dans l'élection d'Ali Khamenei près de 10 ans plus tard. Il a dirigé le pays de 89 à 97. Durant la campagne électorale de 2009, il s'est rangé du côté des réformistes, ce qui lui a valu des critiques de l'actuel chef spirituel. Le dernier chapitre de la vie d'Hachemi Rafsanjani, l'un des architectes politiques de la République islamique, vient de se clore, conclut notre correspondant. Demain aura lieu devant l'université de Téhéran une cérémonie d'adieu. Avant les Césars qui couronnent le cinéma mondial à Hollywood, il y a les Golden Globes, distinction de la presse étrangère accréditée à Los Angeles. La 73e nuit des Golden Globes a sacré la comédie musicale La La Land avec 7 récompenses, laissant les miettes aux 2 autres films en vue, Moonlight et Tu ne tueras point de Mel Gibson. C'est la grande gagnante des Golden Globes cette nuit à Los Angeles. La comédie musicale américaine qui rafle 7 trophées pour 7 nominations, meilleur film, scénario, réalisation, musique et chanson. Emma Stone et Ryan Gosling sont également sacrés meilleurs acteurs et actrices de comédie. Cette romance entre une future actrice et un musicien devient le film le plus titré de l'histoire des Golden Globes. La consécration pour le réalisateur américain d'origine française Damien Chazelle à seulement 31 ans. Moonlight de Barry Jenkins décroche lui le Golden Globe de meilleur film dramatique. Le film raconte l'histoire d'un jeune noir homosexuel qui essaye de trouver sa place et son identité dans le quartier difficile de Miami où il a grandi. La statuette du meilleur film étranger revient à Elle de Paul Verhoeven, dont l'actrice principale Isabelle Huppert remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Une victoire surprise pour l'actrice française de 63 ans qui incarne une femme violée cherchant à démasquer son agresseur. Une performance encensée par la critique qui peut lui laisser à présent espérer une nomination aux Oscars. La reprise du procès des ex-RSP accusés d'association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre figure à la une des journaux de ce lundi. Mes confrères reviennent sur le déroulement du procès. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le feuilleton judiciaire des ex-RSP a repris et les accusés parlent, clament le pays. Ils livrent leur version dont le dénominateur commun est la négation des charges retenues à leur encontre, au nombre desquelles association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu et de munitions. À peu près dans la même veine, notre temps rapporte spécifiquement que tous les inculpés ont rejeté le chef d'accusation lié à l'association de malfaiteurs. Par contre, certains d'entre eux ont plaidé coupables pour ce qui leur est reproché quant à la détention d'armes et de munitions de guerre.
L'Obs explicite davantage, je cite, « Selon les accusés, affirme notre confrère, il s'agissait d'une réunion pour gérer la question du matériel personnel que chacun a perdu au camp Nabakom 2. L'attaque de la Maka est un point que le caporal Madi Ouedraogo a ajouté à l'ordre du jour. » Fin de citation. Sidoya, pour sa part, fait un petit coup de projecteur sur Madi, dont l'un des accusés qualifie, je cite, de tringlo et non de fantassin. Explication de l'inculpé Alexis Mamboné. Je cite, « Un caporal ne peut pas mener à bien cette opération qui nécessite un combat. C'est impossible, insiste-t-il. Madi n'est pas un fantassin, c'est un tringlo dont la spécialité est la conduite et non le combat. » Le prochain épisode nous situera davantage à faire à suivre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.